Bonjour à tous. Hop. Moi, je suis venu vous parler un petit peu IA et documentation. Je m'appelle Xavier Gors. J'ai cofondé Elao il y a une vingtaine d'années et on fait du dev d'applications sur mesure web et mobile. Je suis venu vous parler de doc parce que la doc, nous, historiquement, a toujours été un peu le maillon faible en fait, de nos cycles de travail. Trop difficile à maintenir. On parle de doc fonctionnel autant que technique. Et il y a un moment où, quand on n'a pas répercuté la modification du code au niveau de la doc, et ben, la confiance, elle est cassée. Et à partir du moment où la confiance est cassée, c'est le code qui fait foi. Ça marche. Ça a marché nous pendant un moment, mais c'est frustrant. C'est-à-dire quand on ne sait plus ce que fait l'application, ben, il faut aller regarder dans le code. Et on se retrouve au final à avoir une application qui est un peu déconnectée du réel et la doc qui ne suit pas. L'objectif qu'on a essayé de mettre en place, c'est de remettre un petit peu la doc au centre de tout le process de dev. Et on va parler du contexte, on va parler d'IA obligatoirement, et on sait que pour qu'il y ait du sens, pour que l'IA ait du sens, il lui faut qu'on soit capable de lui donner le bon contexte. Et ce qui fait que la doc, au final, devient une des pierres angulaires de toute la chaîne, parce que garbage in, garbage out, on dit souvent que l'IA code et fait de la merde, mais parce que indirectement, on ne lui a pas donné ce qu'il fallait pour coder correctement. Elle n'invente rien, elle fait juste que potentiellement révéler des zones et des problèmes qu'on n'a pas suffisamment spécifiés et décrits en amont. L'objectif, c'est de documenter pour coder. C'est essayer de revoir un petit peu tout le process de production de code qu'on a fait, en commençant par le besoin. On le formalise, on challenge, on a différents agents qui, sur le besoin, vont être capables de formaliser et d'aller enrichir ce besoin-là sur les différents pans, finalement, d'un besoin applicatif. Sur l'axe métier, on a un agent de PO, on a un agent sur la partie technique d'architecte qui va valider si oui ou non il y a un impact sur l'architecture qu'on a de l'applicatif actuel là-dessus. On en a un sur la partie UX qui va porter sa pierre à l'édifice sur sa compréhension du besoin par rapport à notre contexte. Et on en a un QA qui va nous donner son point de vue sur comment on va tester, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour tester et bien valider ce besoin-là. On parle d'un doc, on l'a appelé draft, en fait, qui permet de formaliser ça. L'étape d'après, avec ce document-là, c'est d'aller définir la solution, le plan d'implémentation. Là, on a un agent qui est dédié, plus orienté code, qui va aller vraiment dépiler, avec ce contexte-là, le plan complet d'implémentation, étape par étape, le modèle, le composant, la page. Il va être capable de pouvoir décrire de début à la fin les tests qui vont être faits, vraiment tout le plan d'implémentation complet du code. Ce qui fait que, après, la réalisation en tant que telle, on est capable de l'envoyer à un agent qui va être dédié à l'implémentation et qui va dérouler le code et sur lequel, lui, n'aura pas besoin d'aller chercher les différents contextes et autres, parce que les différentes documentations lui auront déjà donné ça. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à chaque étape, à chaque interaction d'un agent dans tout ce cycle-là, on fait de la review, on discute, et il y a de la review et il y a de l'humain qui est mis au milieu pour valider si oui ou non ce qui est proposé a du sens par rapport à ce qui est demandé. Et le truc le plus important, au final, à la fin, c'est qu'une fois qu'on a terminé tout ça et que dans ma PR, j'ai la modif du code, j'ai mes specs à l'intérieur du code là-dessus, on a un agent qui vient nous proposer la mise à jour du projet. Au final, l'objectif, oui, on voit beaucoup de Markdown, on relit, on fait la review, plus de fichiers Markdown autant que de code, pratiquement aussi derrière. Ça oblige à formaliser toutes les pratiques, toutes les technos, la façon dont on les utilise dans le repo, dans le code en tant que tel. Je vous conseille de commencer simple sur ces sujets-là. On a tendance à vouloir trop exploser la doc. C'est compliqué aussi d'aller donner la bonne doc au bon moment. Donc commencer simple et avancer après derrière. Tout ce que je viens d'évoquer là, c'est autant sur le fonctionnel que sur la partie technique. L'approche n'est valable qu'avec le côté global. Commence à avoir un peu des frameworks qui arrivent, je parle en framework en démarche, sur cette approche-là de
codé par les specs. Il y a GitHub qui a sorti le sien, qui s'appelle GitHub Spec. Il y en a un autre qui est très inspirant aussi, qui s'appelle BMAD. Je vous laisserai aller regarder ces sujets-là. Voilà, merci beaucoup. Je mets mon chrono. Ok, c'est parti. Eh ben, bonjour à tous, moi c'est Alexandre Daubois, je suis CTO chez les Tilleuls, je fais partie de la core team de Symfony, et récemment j'ai rejoint les core maintainers de FrankenPHP et PHP, et aujourd'hui j'ai envie de vous raconter un petit peu une histoire. Alors on pourrait se dire, ouais, super, il fait du PHP, il adore ça. En 2015, quand j'étais jeune et con, j'ai dit une super phrase qui était que PHP et le web, de toute façon ça n'a aucun avenir. Et que je devais faire un stage de DUT de fin d'année et j'adorais faire du C, du C++, des vrais langages. Et on m'a proposé un stage en web et en PHP, j'avais pas envie de faire du Symfony, je savais pas ce que c'était. Clairement, ça m'intéressait pas trop. Je partais pas forcément du meilleur pied avec PHP, on peut dire. Mais bon, il y a eu du chemin qui a été fait depuis, j'ai appris. Et un peu plus tard, quelques années après, on m'a proposé de faire mon premier meet-up devant un public un petit peu spécial. Il y avait notamment Fabien Potentier qui était là, que vous connaissez sûrement. Vous imaginez qu'il n'y avait absolument aucune pression pour un premier meet-up, de parler devant Fabien Potentier. Ça s'est assez bien passé finalement, moi j'ai bien aimé ça, et je me suis dit, j'aimerais bien réitérer l'expérience. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que début 2022, on m'a proposé de parler à la Symfony Live de Paris. J'ai dit oui. En fait, dans la tech, moi je suis quelqu'un qui est un peu un yes man, on va dire. Typiquement, j'ai écrit des articles. Grâce à ça, on m'a contacté pour écrire un livre. J'ai dit oui, bien sûr. Puis après, j'aurais su tout le travail que ça demande, j'aurais dit non, bien sûr. Mais bref, je l'ai quand même fait. Et du coup, forcément, quand on me propose de parler à la Symfony Live, je vais dire oui, trop bien, etc. Ok, donc du coup, je commence à préparer mes slides, etc. Les mois passent. Et puis, je me rends compte que ce que je suis en train de raconter, franchement, c'est pas intéressant. Ça a l'air éclaté. Ça va intéresser personne. Je suis en train de lire de la doc, littéralement. Je dois présenter des composants qui ne sont pas connus dans Symfony. Et je me dis, en fait, il suffit de lire la doc et vous aurez juste ma conférence, quoi. Donc les mois passent. Je continue de me dire que en fait, ça n'a aucun intérêt ce que je suis en train de raconter. Mais je prépare quand même parce que je me suis engagé, c'est comme ça. Et puis le 6 avril 2022, du coup, il y a le dîner des speakers, vraiment la veille de cet événement. Et donc du coup, j'en discute un petit peu avec les personnes présentes, et notamment avec Nicolas Grécas. Et je lui dis, voilà, j'ai l'impression que ce que je raconte, ça va pas du tout, le syndrome de l'imposteur, il est vraiment vénère. Et je m'attendais à ce qu'il me dise, t'inquiète pas, ça va le faire, etc. Et en fait, pas du tout. Il m'a sorti une phrase dont je me souviens souvent, et du coup j'ai envie de vous la partager. C'est, ok, peut-être que là ce que je vais vous raconter, vous l'avez déjà entendu 1000 fois, etc. Mais c'est un petit peu comme à l'école, on a tous eu ce moment où à l'école on nous raconte 10 fois le même truc, par exemple en maths, et on se dit, je comprends rien, c'est vraiment pas pour moi. Et puis un jour, il y a un prof, il vous explique ce truc-là, et d'un coup on se dit, ah, c'était ça. C'était tellement facile depuis le début en fait, parce que ce prof a eu une façon de le dire qui résonne en vous. Et en fait, pour les conférences, c'est exactement pareil. Peut-être, et c'est même sûr que ce que vous allez faire comme sujet, ça a déjà été traité 100, 1000 fois, mais votre façon de le raconter, la façon dont vous allez donner des termes, donner des comparaisons, ce genre de choses, ça va peut-être résonner dans la tête de 10, 100, 500 personnes, on n'en sait rien, même une, c'est pas grave, c'est gagné. Grâce à vous, il y aura peut-être quelqu'un qui va se dire « Ah mais ok, c'était évident, enfin quelqu'un qui me l'explique bien, j'ai enfin compris ». Ce qui fait que du coup, le lendemain, j'ai pu faire ce premier talk en conférence avec 600 personnes, et que ça s'est bien passé. Alors forcément, j'étais bien stressé, que c'était mon premier devant autant de monde, mais au moins ce syndrome de l'imposteur, je l'avais un petit peu moins. Et je pense que c'est vraiment une phrase qu'il faut garder en tête parce que c'est vraiment la clé pour vous dire « Ok, peut-être que ça a déjà été fait, mais ma façon de le dire à moi, avec mon expérience, ça va résonner dans la tête de peut-être 10, 50, une personne, peut-être, c'est gagné. » Des histoires comme ça, j'en ai plein, et j'en raconte plein sur mon blog, le gros QR code. Des histoires comme la fois où il y avait un développeur d'une application de l'application Instagram, développeur Android. Je lui dis ça a l'air incroyable, je suis sûr que ce genre d'application, il doit y avoir des process de qualité de fou, ça doit valider dans tous les sens. Il me dit non, pas du tout, on n'a aucun process qualité. Ça paraît dingue, hein. Tout ça, je le raconte ici. Et puis, si jamais vous voulez peut-être connaître la suite de l'histoire en vrai, vous savez où me trouver jusqu'à demain. Merci.
Et bonjour à tous, moi je vais vous parler de mon vieil iPad. Alors vieil iPad comment? Vieil iPad vieux, un iPad 3 de 2012 donc, qui est bloqué sous iOS 9. Donc il marche très bien, il y a une batterie, l'écran marche super, mais qui s'appelle Oreo obsolescence programmée, je ne peux pas en faire grand chose. Et c'est dommage parce que moi j'avais un super projet, moi je fais pas mal de musique, et il y a ce qu'on appelle le protocole MIDI qui est un peu comme le HTTP des instruments de musique, ça permet de parler avec ces instruments de musique. Certains instruments de musique, même un peu haut de gamme, exposent carrément des API via le MIDI. Et donc j'avais ce projet de faire un petit logiciel juste pour pouvoir avoir mes partitions et pour pouvoir changer mes sons, éditer, bref, faire des trucs de geek, mais avec un instrument de musique. Donc je me suis dit, super, je vais le faire en iOS, PHP, MIDI. Bien sûr, ça ne paraît pas naturel, ça ne l'est pas, mais pour différentes raisons que je n'ai pas vraiment le temps d'expliquer ici, je me suis dit, je vais me lancer là-dessus. La première raison, c'est que pour un iOS vieux comme ça, et ben, pour compiler quelque chose, il faut aussi du vieux matériel, etc. C'est comme si on nous incitait à acheter du nouveau matériel, je ne sais pas. Bref, donc je me lance là-dessus, j'ai essayé plein de choses, mais je tombe sur cette petite application gratuite avec des options payantes, PHPWin, qui ne paye pas de mine, mais qui a le mérite de tourner sur ma version iOS. Donc j'ai du PHP 8.0, la dernière version a du 8.2. Ça expose un petit serveur web vraiment tout simple, presque trop simple. Il n'y a pas de CLI, il y a Composer, ça c'est pas mal. Et il y a quelques features dans iOS via le navigateur avec des fonctions JavaScript. Comme par défaut, ça ne parle pas le protocole MIDI, iOS le parle très bien, mais c'est un peu niche. J'utilise une autre petite application qui parle très bien MIDI et qui en plus a la feature de pouvoir exposer ça via de l'UDP. Et du coup, c'est top parce qu'avec PHP, on sait très bien parler UDP. Donc ça donne ça, grosso modo. J'ai mon navigateur web qui est intégré à l'application, qui appelle le petit serveur en PHP avec du Symfony dedans, qui parle en UDP à mon appli MIDI, qui parle en MIDI via du Bluetooth à mon instrument de musique. Nickel, tout va bien, c'est très lent. C'est très lent, c'est pas spécialement lent parce qu'il y a beaucoup d'étapes en fait, c'est lent, c'est les pages web PHP qui sont lentes. Alors c'est pas PHP qui est lent, c'est peut-être le device. Le serveur aussi est super simple, il fait qu'une requête à la fois. C'est-à-dire que quand vous téléchargez une image, il ne peut pas télécharger une deuxième, il ne peut pas faire du PHP. Bon, il y a des limites. L'avantage, c'est que vu que je l'ai fait en PHP, ça je connais un peu, et donc je peux essayer des solutions que je connais bien. Je connais bien AMP, donc qui permet de faire un serveur HTTP en asynchrone, en PHP. Et ça a plein d'avantages. Je peux avoir des WebSockets, je peux avoir des connexions persistantes, je peux éviter de tout réinitialiser à chaque fois, à chaque requête. Bref, je suis en terre inconnue et c'est bien. Et avec le composant Symfony Runtime, c'est top parce que toute mon application Symfony, qu'elle soit démarrée avec un serveur web normal ou AMP, ça ne change pas grand-chose. Mais je n'ai pas de CLI. Donc comment je démarre mon serveur HTTP avec AMP? C'est un peu bizarre, mais je fais une première requête sur le port 80, c'est l'application. OK, je récupère une page. Depuis cette page, je fais une requête en background, en Ajax, à l'ancienne, sur mon serveur. Là, dans la requête, je démarre un autre serveur HTTP en PHP. Donc, durant toute ma requête, en fait, qui dure indéfiniment, j'ai un serveur HTTP sur un autre port. En front-end, pas de souci, je switch de port. Et là, je passe de 2 secondes pour afficher la page de base de Symfony à 60 millisecondes. Pas mal. Pas mal. Et je pense du coup que ça veut dire que peut-être qu'il a du mal à charger tous les fichiers, etc. Donc une fois que tout est chargé, c'est nickel. Pour la fin, c'est un peu bizarre. J'envoie une requête Ajax qui plante parce que littéralement, je coupe la branche sur laquelle je suis assis. J'éteins le serveur HTTP, tout finit en l'air, mais c'est pas grave, ça marche. Et du coup, ensuite, je repasse sur le port 80 comme si de rien n'était. C'est... Voilà, bon, c'est n'importe quoi, mais c'est exactement le but des side projects. La petite conclusion, éclatez-vous dans vos side projects, focalisez-vous sur ce qui vous amuse, c'est du temps libre, vous apprendrez toujours, que ce soit du PHP sur iOS ou sur n'importe quoi. Et surtout, ne jetez jamais un vieil iPad, on ne sait jamais. Merci. Alors bonjour, aujourd'hui on va voir la démystification pour la montée de version PHP et framework, que ce soit Laravel ou Symfony. L'idée c'est qu'on pense que c'est compliqué, et en fait c'est pas si compliqué, c'est juste un peu fastidieux.
Donc d'abord, je me présente, je m'appelle Jennifer Bowie, je suis développeuse back-end au sein de Kizeo. Donc je voudrais remercier la FUP et Kizeo pour m'avoir permis d'être là. Donc je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous, ils auront déjà repoussé des versions de PHP, upgrade firmware, que ce soit du Symfony ou du Laravel. On se dit c'est compliqué, c'est effrayant, c'est long, on a peur des bugs et surtout, on n'a pas le temps. Donc l'idée, c'est de développer les bons réflexes. Ça va être des réflexes basiques. On va voir le calendrier des releases. Par exemple, on fait attention aux sorties. Quand on arrive au end of life, on va voir la doc officielle des upgrades. PHP, framework, attention breaking change. Et surtout, le petit réflexe aussi, c'est d'avoir le repository GitHub. On va voir les upgrades et les changelogs. Il faut le faire régulièrement, c'est important. Plus vous allez attendre, plus vous allez avoir fait une grosse migration, plus ça sera douloureux. Et en plus de ça, si vous continuez à attendre, vous allez avoir des problèmes de failles de sécurité. Donc, les plus connus, bien sûr, Composer. On va éviter de faire un Composer update comme un sauvage, parce que si vous n'avez pas fixé vos dépendances, vous allez jouer la roulette russe. Donc, par exemple, je m'ai mis une commande, le Composer Why Not. L'exemple, par exemple, là, c'est sur le Composer, sur le framework Laravel, en version 12. Donc là, en gros, il va vous lister tous les packages qui ne sont pas compatibles avec cette version de Laravel. Donc, c'est plutôt sympa. Après, donc, quand on fait un composer aussi, c'est la méthode des petits pas. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que je fais des composer updates, des packages au fur et à mesure, et ça permet d'avancer. La base aussi, c'est le packagist. En fait, on va regarder un petit peu les versions qu'on a besoin, regarder les requires, les conflits. Et par exemple, sur l'exemple, j'ai pris la version 7.3 de Symfony YAML. On voit qu'elle rentre en conflit avec Symfony Console 6.4. On sait qu'il faudra faire la montée de version de la console. Dans les autres boîtes à outils, ce qui est plutôt sympa, c'est Rector. En gros, ça va vous faire du refactoring à la volée, c'est plutôt cool. Il y a un ensemble de rules qu'on peut lui passer. Donc vous pouvez l'utiliser sur un upgrade PHP, ou Symfony, ou Laravel. Et là, par exemple, sur l'exemple, je vous ai mis une setlist pour PHP 8.5. L'idée, c'est qu'en fait, il va vous faire toutes les modifications pour être bon en Symfony 8.5, en PHP. Donc Rector, c'est très cool, ça fait gagner un temps de fou. Ce qu'il faut, c'est que faire attention. Des fois, il fait des trucs un peu spéciaux. Les typages et tout, ils sont pas ouf parfois. Donc, je conseille de le mettre dans une pull request à part pour la review. Après, je vous ai mis un dernier truc. La couverture de test, c'est votre filet de sécurité. C'est ce qui va permettre votre couverture de code et voir si vous n'avez rien cassé après la migration. Donc, PHP Unit teste le comportement. PHP Test, Stan détecte les erreurs. Donc, petite particularité, oui, il faut y penser, votre dockerisation. Si vous êtes dockerisé, il faut penser au Dockerfile, donc changer l'image. Si vous avez plusieurs environnements, votre CI, dev, pré-prod, prod. Et dernier petit outil, donc il y a des outils qui permettent de mettre à jour des dépendances à la volée. En fait, c'est un système de pull request. Hop, il vous envoie ça, il y en a plusieurs. Il y a des pandabots, ça dépend de GitHub. Renovate, c'est pas mal parce qu'en fait, c'est multiplateforme, donc vous pouvez l'utiliser sur GitLab. C'est hyper configurable. Et je voulais faire un petit Rex, un retour d'expérience sur les IA. Ça permet de débugger des breaking chains, gagner du temps sur la doc ou des issues. Par contre, il faut faire attention à ce qu'ils vous disent, parce qu'il est dans le turfu. Il m'a inventé des versions qui ne sont pas encore sorties. Donc au final, ce n'est pas si compliqué si on suit une feuille de route. C'est surtout fastidieux, mais pas impossible. Avec les bons outils, beaucoup plus simple. Vous avez maintenant une boîte à outils pour votre prochaine migration, régulièrement, pas au dernier moment. Maintenant, vous allez pouvoir devenir des pros des migrations. Donc je vous remercie. Si vous avez des questions, des feedbacks, venez me voir. Vous avez mon lien LinkedIn. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Grégory Planchat. Il y a quelques semaines, j'ai voulu faire une conf et je l'ai totalement raté. Enfin, ça, c'est mon avis. Et ça, je vais vous expliquer comment on rate sa conf. À la fin de la saison, vous saurez parfaitement comment faire. Tout d'abord, vous faites comme moi, vous prenez beaucoup de stress. Et l'étape 1, c'est de choisir un sujet tentaculaire. Le sujet où vous commencez à tirer la pelote de laine et vous comprenez qu'il y a plein de nouveaux petits sujets qui s'ajoutent. Et à la fin, vous ne savez plus pour qui vous parlez. Si c'est pour des juniors, des seniors, vous ne savez plus. Vous ne savez plus quoi enlever, plus quoi remettre. Et justement, vous arrivez là, et vous avez fait votre sujet tentaculaire, et à la fin, vous ne savez plus ce qu'il faut mettre. Mon conseil de pro, c'est comme moi, mettez des slides avec du code source, faites en sorte que la personne qui est tout au fond de la salle soit capable de lire la slide de code source, sauf que plus personne ne comprend ce que fait le code source. C'est parfait, je vous le conseille. L'étape 2, c'est comme là tout de suite, le stress. Mettez votre stress au maximum. Vraiment, vous allez vous le pousser à fond et je vous garantis que ça va être génial. Et
Mon conseil de pro, c'est surtout, avant la conf, souciez-vous du nombre de personnes qui est dans la salle. Et si c'est en vidéo, en retransmission, demandez combien de personnes connectées. Ça va être parfait, vous allez voir. Je vous le garantis, ça a marché sur moi. L'étape 3, c'est la vitesse de parole, toujours comme là. Parlez très très vite, parlez vraiment très très vite pour que les gens qui revoient en replay sur YouTube soient obligés de mettre 0,25 pour comprendre ce que vous dites. C'est vraiment le seul moyen pour y arriver. Franchement, faites comme moi, respectez pas le timing. Une conf de 40 minutes, faites-la en 10 ou en 15 minutes, c'est parfait. L'étape 4, c'est l'imprévu. L'imprévu, vraiment, il faut toujours ajouter une petite dose d'imprévu sur vos petits rituels. Cassez vos rituels. C'est vraiment le truc qui change tout. Mon conseil de pro, c'est vraiment d'attendre le tout dernier moment pour vérifier le matériel. Moi, par exemple, j'avais mes notes qui devaient arriver sur mon écran. Je n'avais pas mes notes. Et franchement, je n'avais pas le retour non plus sur l'écran. Donc, j'étais vraiment très à l'aise. J'étais super pour rater ma conf. Mais maintenant, voilà, une fois que vous avez appliqué tous ces conseils, vous venez de rater votre conf et vous êtes un peu frustré. Mais maintenant, comment est-ce qu'on réussit une conf? Un peu plus de positif. Eh bien, il faut prendre le temps de répéter devant un public. Faites-le avant, c'est mieux. Répétez beaucoup. Moi, je répète souvent entre 15 et 20 fois la même conf. Alors, quand ça dure 40 minutes, c'est un peu pénible, mais c'est mieux. Vous apprenez à savoir quelles sont les lenteurs, quelles sont les choses qui ne vont pas dans votre conf. Vous ajoutez des choses, vous enlevez des choses, et ça vous aide. Réduisez votre stress avec des exercices de respiration. Vous voyez, là, ça va un peu mieux. J'ai respiré depuis tout à l'heure, je suis moins stressé. Mais aussi, répétez encore. Vous avez beaucoup répété, répétez encore, jusqu'à être parfaitement à l'aise avec votre conf. Notez des moments de pause dans vos notes de speaker. C'est ce que je fais, je mets un petit escargot pour faire une pause. Mais essayez quand même de garder le meilleur rythme, parce que sinon les gens ne vont pas comprendre de quoi vous parlez. Et si vous ratez quand même votre conf, eh ben, remontez sur scène, c'est pas grave. Parce qu'au final, ma conf, je l'ai transformée en site web. Merci à vous. Ah, je suis trop content. Je vais enfin pouvoir parler de Minitel. Donc on le sait, c'est les 30 ans de PHP. Mais il y a un autre anniversaire très important, les 45 ans du Minitel. Et ça, personne n'en parle. Un des fleurons technologiques français. Bon, pour les plus jeunes d'entre vous, de quoi on parle? En fait, de cette petite boîte brune, marron, moche. Grâce à cette petite boîte, on était tous connectés à des services en ligne avant Internet. On pouvait aller consulter les horaires de cinéma, acheter des billets de train, consulter nos comptes en ligne et chatter. Beaucoup. J'ai pas le temps de vous raconter à quel point c'était cool. Ça, il me faudrait un slot de 2 heures. C'était gratuit, cette petite boîte. Vous aviez un abonnement téléphonique, on vous donnait la petite boîte. Et vous la mettiez chez vous, c'était plug and play. Donc même nos grands-parents, ils ont réussi à le brancher. Alors que maintenant, ils nous appellent pour imprimer un bout de papier. Ça a explosé, donc plein de services. Au top, il y avait plus de 25 000 services. Dites-vous qu'on est dans les années 90 quand même. Donc c'est assez impressionnant. C'est entièrement français. Et ça disposait d'un super modèle économique. Donc on avait certains services gratuits, notamment le bottin téléphonique, parce qu'à la base, ça a été conçu pour remplacer le bottin téléphonique qu'on recevait et dont on avait besoin pour savoir le numéro du plombier. Mais après, ce sont arrivés des services payants. Et alors là, c'était génial. Il y a des gens qui sont devenus très très riches. Mais tout ça, ça s'est fini en 2012. En 2012, France Télécom a débranché les serveurs qui permettent à votre Minitel de se connecter à des services. Fort heureusement, on est tous des geeks, et il y a des geeks qui ont décidé de faire revivre leur terminal Minitel en les connectant à Internet. Et c'est ça que je vous présente aujourd'hui. Le terminal, lui, on va devoir en trouver un nouveau. Il y en a plein sur le Bon Coin, mais demandez à vos beaux-parents, je suis sûr qu'ils l'ont encore. Parce qu'il était distribué gratuitement par les PTT, et donc il fallait le rendre à la fin. En 2012, on était censé les rendre, mais personne ne les a rendus. C'est un terminal qui est entièrement passif, par contre. Dedans, il n'y a rien. C'est juste un écran, un clavier et un modem. Ce qui veut dire qu'on va devoir tout développer côté back-end.
C'était le premier ordinateur pour des millions de Français, donc c'est quand même une pièce de notre histoire informatique que je trouve hyper importante, et c'est un peu pour ça que je m'en suis pris de passion pour cette petite boîte moche qui traîne sur mon bureau. Alors comment on le fait revivre aujourd'hui en 2025? Grâce à différents projets. Moi j'ai utilisé un ESP32. En fait, c'est pas moi qui ai conçu ce device, c'est quelqu'un qui le vend. Et donc c'est cette petit device que je vais brancher au cul de mon Minitel, qui va me permettre donc d'avoir un Minitel Wi-Fi. Donc plutôt que de brancher mon Minitel sur la prise en T, qui doit ensuite aller sur le réseau RTC et arriver sur les serveurs des PTT et tout ça, j'ai branché un petit appareil au cul de mon Minitel qui lui se connecte à mon Wi-Fi, et puis ensuite je vais me connecter en WebSocket avec mes serveurs d'application Minitel. Parce que bien sûr, à quoi ça sert de faire tout ça si on n'a pas un serveur d'application Minitel en face? Donc on va développer un petit projet. Moi j'avais décidé de refaire 3615 Orpi. Voilà, c'était mon délire. Il se trouve que dans ma boîte on maintient orpi.com. Par contre on va devoir faire des concessions sur le design. Donc pour dessiner à l'écran, on a 25 lignes, 40 colonnes, et c'est en mode caractère, quoi. Vous avez vu, il y a quelques graphèmes, mais c'est très limité. Et on va devoir afficher les prix en francs, parce que dans le jeu de caractères de l'époque, il n'y avait pas le signe euro. Donc comme Benoît, hein, on va faire revivre tout ça avec AMPHP. J'ai fait une petite application WebSocket avec AMPHP, c'est extrêmement simple. Merci beaucoup aux développeurs de AMPHP. Ça permet de faire de la programmation concurrentielle et donc des serveurs WebSocket. Ça utilise des fibers de PHP 8.1 et c'est très bien fait. Donc je vous passe le code parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, c'est copier-coller de la doc. Hein. Mais concrètement, j'ai un handler qui est donc qui va être appelé à chaque fois qu'il y a un input. Je suis dans une boucle infinie, j'ai mon while qui est là. Et je suis dans ma boucle, et puis quand j'ai un input, je le récupère. Donc là, je peux faire mon traitement. Tiens, l'utilisateur du Minitel, il a pressé la touche A. Et puis, je peux envoyer du texte. Alors, il se trouve que le vidéotexte, donc le protocole qu'on utilise pour afficher des trucs à l'écran, il est compatible ASCII. Donc, si j'envoie salut, ça affiche salut sur mon Minitel. Waouh! Mais j'ai dû faire une application plus complexe que ça, parce qu'un service de recherche d'annonces immobilières, c'est un peu plus difficile. Il y a des écrans de recherche, des écrans de résultats. Pour gérer tous mes écrans, j'ai utilisé une state machine. J'ai trouvé ça très rigolo à utiliser de cette façon-là, plutôt que de faire 2000 lignes de procédural pour gérer... Ah mince, j'ai plus de temps. Pour gérer mes écrans. Et pour gérer les inputs, c'est très rigolo, tout se fait côté back-end. Donc au bout de quelques semaines, j'ai réussi à faire mon appli. On attend, hein, c'est très long. Le modem est pas du tout rapide. C'est vitesse réelle d'époque. Quand j'ai saisi mon code postal, je passe au champ suivant, ça redessine tout l'écran. Il n'y avait pas de notion d'optimisation à l'époque, parce que tout était facturé à la minute. Donc on s'en foutait que ça soit lent. On gagnait plus d'argent. Et donc voilà, j'ai mes résultats. Quoi dire? Comme Benoît, en fait, il n'y a pas de side project inutile. J'ai appris plein de trucs. C'est passionnant. Le Minitel, et oui, croyez-le. Et voilà, j'espère que ça vous donnera envie de connecter à Internet vos petits Minitel qui traînent dans vos caves. Voilà, merci.